Ici, on noie les Algériens. Cette photo, vous la connaissez peut-être. Longtemps restée censurée, elle évoque l'une des histoires les plus sombres de la République française. Le 17 octobre 1961, en plein Paris, un massacre a lieu contre des manifestants pacifiques en lutte pour l'indépendance de leur pays. C'est un crime d'État. Ce mercredi 17 octobre 1961, en fin de journée, des dizaines de milliers d'Algériens sortent dans Paris, depuis les proches banlieues, pour manifester pacifiquement à l'appel de la Fédération de France du Front de Libération Nationale, le FLN. Ils vont être littéralement massacrés par la police française. Les violences seront particulièrement graves au pont de Neuilly, à Argenteuil, sur le boulevard Bonne-Nouvelle, dans le métro et dans la cour de la préfecture de police, sur le pont Saint-Michel. La police va se déchaîner sur les manifestants sans défense. Matraquage, coups de pied au visage, brutalité multiple. Certains suspectés d'être des cadres du FLN sont exécutés sommairement. Des hommes et des femmes seront jetés à la Seine. Certains diront qu'ils ont été noyés par balles. En plein Paris, une véritable chasse aux faciès va se dérouler durant plusieurs heures. On parle d'une immense rafle, 12 000 personnes arrêtées en quelques heures. La plupart d'entre elles seront embarquées, emprisonnées au Palais des Sports, au Stade Coubertin, au Parc des Expositions, des centres de détention ad hoc, où elles subissent des mauvais traitements. Le bilan de ce massacre est terrible, une centaine de morts, des milliers de disparus. Les raisons de cette manifestation sont connues. Les Algériens veulent protester contre le couvre-feu instauré le 5 octobre par le préfet de l'époque, Maurice Papon. Ce couvre-feu est discriminatoire, il est instauré pour les seuls Français musulmans d'Algérie. Pour la première fois, en pleine guerre d'Algérie, la population algérienne immigrée sort de ses marges périphériques pour occuper le centre de la capitale et donc faire irruption sur la scène médiatique. En 1961, l'Algérie est toujours un département français sous l'autorité coloniale. Et cela fait plus de 6 ans que le peuple algérien lutte pour son indépendance. Et la bataille se mène aussi, à ce moment-là, désormais, au niveau diplomatique. La question algérienne est à l'ordre du jour aux Nations Unies. Des négociations sont ouvertes entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, suite au référendum de janvier 1961 qui se prononce pour l'indépendance. Des manifestations se déroulent en Algérie, elles sont durement réprimées. Le mouvement pour soutenir la revendication d'indépendance gagne la France, où se trouve une importante main-d'œuvre algérienne. Le FLN y organise des mobilisations qui sont suivies, dont des grèves d'ouvriers, des grèves de commerçants. C'est dans ce contexte que la police française intensifie les arrestations, les perquisitions dans la population algérienne immigrée. Et des groupes de policiers se constituent même en dehors de leur temps de service pour pratiquer des ratonnades. Il faut, selon les mots de Maurice Papon, mater les émeutes subversives. Les responsables de ce massacre sont connus. Il s'agit de Michel Debré, Premier ministre, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et donc de Maurice Papon, préfet de police de Paris. En fait, le préfet donnait les ordres, le ministre autorisait, le gouvernement couvrait, car il s'agissait, selon les mots prononcés par le ministre de l'Intérieur lui-même, Roger Frey, le vendredi 13 octobre, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, il s'agissait de frapper fort et juste pour ébranler sérieusement l'organisation rebelle et la démanteler. Le but était de briser le FLN et d'isoler les indépendantistes afin de peser dans les négociations qui débutaient. Dans la rue, ce 17 octobre, il y a surtout des hommes, parce qu'en 1961, en fait, on évalue à peu près 300 à 400 000 le nombre de Français musulmans d'Algérie, FMA, qui vivent en métropole. FMA, c'est ainsi que l'administration française les désignait. Et ce sont donc essentiellement des hommes supposés bénéficier de l'égalité des droits. Mais ce 17 octobre, il y a aussi des femmes et des enfants, ainsi que quelques Françaises et Français solidaires, dont Monique Hervaux, qui habite alors le bidonville de Nanterre. Et selon l'historien britannique Jim House, les femmes sont parfois en tête de cortège. Certaines se trouvent d'ailleurs dans des endroits ciblés par la répression policière. Mais c'est le 20 octobre que les femmes et leurs enfants sortent en masse, malgré l'interdiction, malgré le climat de terreur, pour protester contre le massacre du 17. Et surtout aussi parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Il s'agit aussi pour la Fédération de France du FLN, avec ses manifestations du 20 octobre,
octobre, de maintenir, voire d'intensifier la pression pour soutenir les négociations visant à obtenir l'indépendance. D'ailleurs, des mobilisations ont eu lieu ce même jour dans au moins 18 villes, dont les plus importantes à Forbach, où on a compté jusqu'à 400 femmes, et également à Lille, à Rouen et Thionville. L'État nie le massacre, ainsi que les disparitions. Il ne reconnaît que 6 morts et 136 blessés, selon la version officielle, que présente le ministre de l'Intérieur au Sénat le 31 octobre 1961. La France orchestre une mécanique politique et judiciaire visant à camoufler, à faire disparaître les preuves de l'étendue de la terrible répression. L'événement a pourtant un retentissement sur le plan international. La presse américaine, britannique, allemande, celle des pays dits du tiers-monde en font l'écho. Mais en France, la presse est méticuleusement censurée. Particulièrement notre journal. Il a été saisi à plusieurs reprises. Cette photo, prise par un photographe de l'Humanité à partir du siège du journal, boulevard Bonne Nouvelle, n'a pas été publiée le lendemain. Le journal s'en explique auprès des lecteurs. Sur ce qu'a été cette tragique soirée, nous ne pouvons tout dire. La censure gaulliste est là, et l'Humanité tient à éviter la saisie pour que ses lecteurs soient, en tout état de cause, informés de l'essentiel. Mais les notes ci-dessous, rassemblées par nos rédacteurs et nos correspondants qui l'ont vue, disent dans ces grandes lignes ce qu'a été la manifestation des travailleurs algériens de Paris. L'historien Pierre Vidal-Naquet s'interroge dès novembre 1961 sur l'énigme qui entoure ce qu'il nomme le pogrom du 17 octobre. Comment était-il possible que la police française tue plusieurs dizaines de personnes en plein cœur de la capitale sans que cela ne suscite un scandale de grande ampleur ? L'entreprise de dissimulation est facilitée par le fait que la plupart des victimes sont sans visage. On ne les reconnaît pas parce qu'elles ont été torturées, jetées à la Seine. Les cadavres charriés par le fleuve sont répertoriés nord-africains inconnus. On fait croire qu'il s'agit d'un règlement de compte entre maghrébins. Tout est fait pour empêcher que les témoignages soient diffusés. Les rapports de police sont soigneusement dissimulés. Les plaintes sont classées sans suite. Les instructions de justice conclues par des non-lieux ou clôturées par la loi d'amnistie, adoptée à la suite des accords d'Évian qui interviennent quelques mois après le massacre, le 19 mars 62. Le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, sorti en 1962, est interdit à la diffusion jusqu'en 1973. Les ratonnades d'octobre, un meurtre collectif à Paris en 1961, premier livre important, très documenté, du journaliste Michel Levine, sort en 1981, mais il faudra attendre 4 années pour qu'il soit publié dans une confidentialité savamment entretenue. Et à partir des années 80, apparaissent en France de nouveaux porteurs de mémoire, souvent issus du mouvement antiraciste. Ils vont contribuer à la transmission de cette histoire. C'est une mémoire, disons, souterraine. Elle s'est constituée peu à peu, notamment grâce à une importante production culturelle. Des livres, des films documentaires, des pièces de théâtre, même des BD, des chansons, des journaux, des publications comme Témoignages chrétiens, Les temps modernes, Vérité et liberté, et surtout l'Humanité. Ont joué un rôle considérable en relayant témoignages et photographies. Et on peut citer parmi les photos celles précieuses et connues de Élie Kagan. Celle également de Claude Angély et Jean Texier, jeunes communistes du journal Avant-Garde, qui sont les auteurs du célèbre cliché du graffiti « Ici, on noie les Algériens ». Parmi les ouvrages, citons celui de Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, qui est paru en 1972 aux éditions de Minuit, le roman de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, édité en 83 chez Gallimard. Mais il va falloir attendre 1990 et la bataille de Paris de Jean-Luc Einaudi, édité au Seuil. Cette enquête inédite reconstitue minutieusement les événements. Elle révèle au grand jour l'ampleur du massacre, estimant le bilan à 325 morts. Le procès de Maurice Papon en 1997, pour sa collaboration active durant l'occupation allemande, fera ressurgir des éléments nouveaux, grâce notamment aux dépositions de Jean-Luc Einaudi. Les prétoires des tribunaux ont été les premiers lieux où les paroles et les preuves ont commencé à ébranler le mensonge d'État. Il faut y ajouter le travail et la rigueur des historiens et des chercheurs qui ont permis d'établir des faits incontestables.
Mais il faut souligner ici le rôle des archivistes de la ville de Paris, Brigitte Lenné et Philippe Grand. Ils avaient été sanctionnés pour avoir courageusement ouvert leurs archives pour appuyer le témoignage de Jean-Luc Einaudi au procès de Papon de 1997. Enfin, plus récemment, 2 historiens britanniques, Jim House et Neil McMaster, ont, à la suite de Jean-Luc Einaudi, livré des récits édifiants. Ils démontrent comment les pouvoirs publics de l'époque ont couvert le crime d'État. Il reste des témoins, mais ils sont de moins en moins nombreux. Beaucoup parmi eux vivent en Algérie. Un certain nombre résident toujours dans la banlieue parisienne, particulièrement à Nanterre. Et nous avons recueilli les témoignages de certaines et certains d'entre eux que l'on peut retrouver dans nos titres et sur le site web de l'Humanité. Il n'y a pas de doute, c'est un crime d'État. Comme l'a plaidé l'avocate disparue Nicole Dreyfus, les actes perpétrés dans la capitale en ce mois d'octobre 1961 ont été préparés, puis mis en œuvre par la préfecture de police avec l'aval du gouvernement. Il s'agit bien d'un plan concerté, exécuté pour des motifs politiques à l'encontre de civils victimes de torture, d'exécutions sommaires et de disparitions forcées. Aucune suite n'a jamais été donnée aux nombreuses plaintes déposées. Il s'agit pourtant du plus grand massacre de civils après la Semaine sanglante qui, il y a 150 ans, a signé la fin de la Commune de Paris. François Hollande a admis en 2012 l'existence d'une sanglante répression, sans plus. Depuis, toujours rien. Mobilisés depuis plus de 30 ans, les héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale, des partis politiques de gauche, dont le PCF, des syndicats, des associations, exigent que ce crime d'État soit enfin reconnu. Ils demandent l'ouverture des archives et la mise en place d'un lieu de mémoire. Comme le dit Mahdi Lalaoui de l'association Au nom de la mémoire, les mots remettent en mouvement les valeurs de respect et de dignité auxquelles ont droit non seulement les descendants des manifestations d'octobre, mais également tous les citoyens de notre pays, pour qui la République est synonyme de justice. Or, ajoute-t-il, il n'y a jamais eu justice pour les crimes d'octobre. À l'automne 1961, c'est la République qui a sombré dans la Seine avec les noyades des travailleurs algériens. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, ce 60e anniversaire a une résonance particulière. Des pages spéciales lui sont consacrées dans nos titres, l'Humanité dimanche du 14 octobre et le quotidien du 15. Vous y trouverez des témoignages inédits, des interviews et des éclairages nouveaux. Et n'hésitez pas à partager ce décryptage du 17 octobre 1961 sur les réseaux. Il est important de faire connaître cette histoire trop longtemps cachée.